Aujourd'hui, mixeur prend le thé et les pâtisseries qui l'accompagnent dans 2 palaces parisiens. De 15h30 à 18h30, les gens se déplacent, en guillemets, pour nous, pour la brigade, pour la pâtisserie, pour tout ce qu'on fait tous les jours. C'est pas un repas et vous finissez par le dessert. Non, ils viennent, ils viennent manger des desserts avec un thé. Puis, visite le Foodhallen d'Amsterdam, un food court qui ouvre vraiment l'appétit. Et voyage dans toutes les régions du Pérou grâce à la cuisine unique, inventive et réfléchie d'un des meilleurs chefs péruviens, Virgilio Martinez. Paris est la ville des palaces et de la pâtisserie. Et la meilleure façon de profiter des deux est de prendre un tea time, un goûter d'après-midi, dans l'un des prestigieux hôtels de la capitale. L'occasion pour les excellents chefs pâtissiers qui y travaillent d'exprimer sans retenue tout leur talent et pour les gourmands de s'offrir un moment sucré d'exception. Direction le très chic et très neuf Peninsula, où le chef pâtissier Julien Alvarez propose un afternoon tea plutôt traditionnel, revisitant à sa façon de grands classiques connus de tous. Alors parlez-moi de ce moment qui est un peu peut-être privilégié pour vous, qui est celui de l'après-midi. Alors l'après-midi, effectivement, donc on a le tea time au lobby. Donc c'est le moment où effectivement on propose 2 déclinaisons de tea time. Donc par tea time, on appelle ceci, c'est toute une variété de petites pâtisseries qui est accompagnée également d'une partie salée. C'est à peu près 1/3 de salé, 2/3 de sucré. Il y a le classique afternoon tea, donc, qui est une base, on va dire, plus ou moins d'afternoon tea anglais. Donc on va retrouver le cheesecake, le carrot cake, le shortbread, des bases anglo-saxonnes. Et à côté de cela, vous avez un tea time du moment, donc qui est plus à l'accent français, on va dire. Et à chaque fois, on essaie d'avoir, que ce soit sur le visuel ou que ce soit sur le gustatif, une proposition adaptée au moment, personnalisée. Oui, les fraises Melba, est-ce qu'il t'en reste de monter? L'idée, c'est de toujours avoir des points de repère gustatifs, que les gens ne se posent pas trop de questions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on attaque une dégustation et si on déguste une tarte aux fraises, il faut que c'est goût de fraise. Mais derrière, l'objectif aussi, c'est d'apporter le petit plus, le petit goût, que ce soit du yuzu, que ce soit un autre parfum, pour animer un petit peu la dégustation et qu'elle soit un peu plus ludique et surtout gourmande. Donc on reste vraiment sur la base classique du carrot cake, donc avec un biscuit carotte, donc avec un mélange de fruits secs, on a des touches de gingembre et des épices. Donc au cœur, vous avez un petit confit d'agrumes, mandarine, citron, et une crème légère à l'orange. L'orange se mariant très très bien avec la carotte et avec le mélange, que ce soit d'épices ou de fruits secs que l'on retrouve dans le biscuit. Est-ce que vous sentez, vous, cet intérêt de plus en plus fort pour ces propositions justement d'après-midi, ces propositions de dessert qui sont prises en dehors du repas? Oui, enfin, c'est très clair. Après, c'est vrai que ça fait peut-être pas trop partie de la culture française, le tea time, mais je pense que ça devient de plus en plus et c'est le moyen aussi pour beaucoup de gens d'avoir accès, on va dire, à la dégustation des produits sucrés, sans être forcément dans l'établissement de prendre une nuitée. Ça va aussi de pair avec l'intérêt croissant pour la pâtisserie, c'est-à-dire que la pâtisserie, elle va en poupe, ça, tout le monde le sait. Donc il y a une certaine émulation, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans le monde des passionnés, de manière générale, professionnel ou non. Et le tea time est aussi le moyen de venir et d'avoir un aperçu d'une certaine variété de pâtisseries plutôt que de payer un certain prix, un dessert, à un moment donné, au point de restauration. Au Meurice, c'est Cédric Grelet qui a la charge de la partie sucrée des menus et donc du thé gourmand de l'après-midi. Un talent hors du commun animé d'une passion évidente qui font de ce jeune pâtissier l'un des plus créatifs de la scène parisienne. Pour commencer, quelle est votre définition d'un tea time de palace? Alors, je pense pas qu'il y a vraiment une définition exacte sur un tea time. Je pense que c'est en fonction de ce qu'on ressent en tant que chef pâtissier, ce qu'on veut donner à la pâtisserie, à la clientèle.
Par exemple, vous avez une formule Tea Time avec 3 pâtisseries au choix. Vous avez une pâtisserie tarte aux pommes, vous avez la tarte citron actuellement et vous avez l'éclair aux amandes. Ensuite, vous avez ce qui est à côté, qui accompagne, des petits financiers sans gluten. Vous avez des petits scones, vous avez des sandwichs salés. Et après, vous avez une carte, un plateau. Et les clients peuvent commander un thé et tout simplement une pâtisserie à la carte. Et ben, 1, 2 ou 3 ou 4, en fonction de ce qu'ils veulent et ce qu'ils recherchent. Moi, en tant que chef pâtissier, j'ai vraiment envie de rechercher la simplicité. Le Saint-Honoré, l'éclair, le Paris-Brest, pour moi, à 14 ans, j'ai commencé la pâtisserie, j'ai appris à faire ça. J'ai vraiment appris à faire la pâtisserie française, qui est pour moi la plus belle des pâtisseries au monde. Et ensuite, on a la pâtisserie futuriste. Pourquoi futuriste? Parce que moi, en tant que jeune chef pâtissier, j'ai envie d'aller rechercher quelque chose de nouveau, de proposer quelque chose de différent, mais tout à la fois en gardant le goût. Je fais vraiment attention à... L'esthétique est très important, mais avant tout le goût. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent pourquoi je fabrique pas un moule pour avoir un citron et après je les moule. En fait, tout simplement, la nature ne me propose pas des citrons tous réguliers. Donc, du coup, j'ai vraiment envie, avec l'équipe, à chaque fois quand on fait les citrons, j'ai presque envie de les faire irrégulièrement au maximum, ce qui me permet d'avoir des citrons irréguliers, comme si c'était la nature qui nous les propose. Donc, on va vraiment aller en fait, à sculpter le citron, qui ne soit pas vraiment régulier. Bon, bien sûr, on va pas faire des gros énormes et des tout petits, mais on va aller les sculpter comme dans la nature, que ça soit simple en fait. Justement, selon vous, pourquoi cet engouement pour à la fois les choses sucrées, le dessert et en particulier le tea time? Alors, déjà moi, les desserts, je suis amoureux depuis tout petit, je suis très très gourmand. Donc les desserts, pour moi, c'est un privilège de pouvoir faire des desserts parce que c'est de la gourmandise et c'est un petit plus. Et proposer une gourmandise à quelqu'un, c'est toujours une soif de pouvoir faire plaisir à quelqu'un. Et ça me fait plaisir de faire plaisir aux clients. Et ensuite, le tea time, si je peux me permettre, c'est mon moment en fait, de pâtissier. Les gens se déplacent au restaurant pour venir manger du sucré. De 16h, 15h30 à 18h30, les gens se déplacent en guillemets pour nous, pour la brigade, pour la pâtisserie, pour tout ce qu'on fait tous les jours. C'est pas un repas et vous finissez par le dessert. Non, ils viennent, ils vont manger des desserts avec un thé. Et si je peux leur proposer des choses extrêmement bonnes, ben, ils vont revenir et ça va leur faire plaisir, ils vont passer un bon moment. Et donc c'est que du plaisir, vraiment, c'est que du plaisir de pouvoir donner notre métier de pâtissier. Oubliez les foires alimentaires tristounettes des centres d'achat. Au Foodhallen d'Amsterdam, installé dans un ancien entrepôt de tramway, tout est super appétissant, varié et préparé à la minute. Un concept original et ici particulièrement bien réalisé, une première en Hollande et qui a connu très rapidement un immense succès. L'idée nous est venue, à mes associés et à moi, de notre passion pour les voyages. Nous avons voyagé en Asie, au sud et au nord de l'Europe. On voit aujourd'hui de plus en plus de ces marchés intérieurs. Et tous ces endroits que nous avons visités nous ont servi d'inspiration. On a combiné ces expériences et nos propres goûts, puis on a décidé de se lancer. On a décidé d'ouvrir des halles à Amsterdam parce que c'est l'une des villes les plus métropolitaines au monde. Donc, le concept existait avant? Oui, on a commencé par explorer des sites. Il faut un espace de grande superficie pour réaliser un tel projet. On a décidé de classer les différentes cuisines qu'on voulait offrir ici au Foodhallen. On a alors mélangé des bannières déjà existantes et quelques-unes de nos préférées. On est allé voir des propriétaires et on leur a dit « On a une bonne idée. Vous voulez en faire partie ?» Et petit à petit, le projet a fait boule de neige et plusieurs sont venus nous voir d'eux-mêmes. On a choisi les kiosques en fonction de leur originalité
de leur parti pris, la notion de fraîcheur et de santé par exemple. Est-ce un concept déjà vu? Et à partir de ces critères, on a choisi pour Food Hallen le meilleur entrepreneur de chaque créneau. Food Hallen offre 21 concepts différents. Un resto vietnamien, un resto à burger, un comptoir à hamon espagnol, un autre pour les fromages, un comptoir de houmous, un resto végétarien, des produits sans gluten. Certains vont offrir une cuisine populaire, d'autres occuper un créneau plus spécifique. Qui vient ici? Tout le monde, jeunes et vieux, des gens d'affaires aux vacanciers, des gens du quartier, mais aussi des touristes hollandais et des touristes internationaux. La clientèle change au cours d'une même journée. La clientèle du midi n'est pas la même que celle du soir. On a connu du succès dès la première journée, ce qui nous a étonnés. Dans notre plan d'affaires, on prévoyait qu'il nous faudrait 6 mois avant d'être connus. Mais depuis le jour 1, ça n'a pas dérougi. Avant d'ouvrir, on a offert des visites à des amis, des collaborateurs et des invités. Et ils ont parlé de nous. Le bouche à oreille a fonctionné. Les gens savaient que Food Hallen s'en venait. Et puis aussi, les relations publiques ont bien marché. Ça explique notre succès instantané, lequel est également dû au fait que notre concept est nouveau, unique. Nous sommes les premières halles d'alimentation d'Amsterdam et des Pays-Bas. Bonjour, soyez les bienvenus. Ici, c'est le marché organique Sicily. À chaque matin à 6 h, nous ouvrons notre comptoir. Des gozlem organiques faits avec de la farine de blé entier, des borek, nom d'un plat turc que l'on pourrait traduire par des pâtés aplatis à la main. Les produits que nous utilisons sont l'épinard, l'ortie, la grande mauve, la bête, l'oignon frais, l'amarante. Tous ces ingrédients, nous les lavons, les préparons et les apportons ici pour les assembler avec le fromage et les patates. Ce que nos clients veulent, nous l'ajoutons aux légumes et nous les cuisons à l'instant. Partout dans la région d'Anatolie, ça fait des centaines d'années que le gozlem se fait. Il a plusieurs noms. Le nom peut changer, mais la saveur et le goût ne changent pas. Les ingrédients à l'intérieur peuvent changer, mais son nom reste gozlem. C'est un fait, Lima est devenue une capitale gastronomique. Les divers climats du Pérou, ces produits venus de la mer, de la montagne et de la forêt y sont pour beaucoup. Mais aussi et surtout le talent de chefs comme Virgilio Martinez, qui à force de recherche et de créativité, propose une cuisine qui ne ressemble à aucune autre et ouvre nos papilles et nos esprits à des saveurs jusqu'alors inconnues. À l'ouverture du restaurant, j'étais un peu mêlé à force d'avoir travaillé avec tant de chefs, dans tant de cuisines. J'accordais trop d'importance à la notion de fusion. Ça ne nous plaisait pas. On a recommencé à neuf. De sorte qu'aujourd'hui, 100% des produits servis au restaurant sont péruviens. C'est un bon point de départ. On en est maintenant à établir la traçabilité des produits. On parcourt donc les différentes régions du Pérou. On n'utilise pas seulement des produits de la région de Lima. On en utilise aussi qui viennent des Andes, de l'Amazonie, de la côte et de l'océan Pacifique même. C'est surtout ça qu'on fait aujourd'hui. On veut offrir une expérience de la cuisine péruvienne à partir d'une perspective différente.
Peruvian cuisine with another perspective, maybe. La cuisine péruvienne est très vaste. Sa tradition est riche. Elle s'appuie sur l'héritage, le savoir-faire des Incas. Elle est marquée de l'influence espagnole, d'un peu d'influence italienne et d'un peu d'influence française. Puis les Japonais sont arrivés, et ensuite les Chinois. Le Pérou est donc un pot-pourri de cultures différentes. Le Pérou a été le creuset d'une fusion naturelle des cuisines, une fusion dont les origines remontent à quelques centaines d'années. Aujourd'hui, on n'est plus tributaire de cette fusion. Ce qui compte, c'est les produits. Notre territoire est très riche, très diversifié, a des écosystèmes variés, différentes altitudes. Nous avons l'Amazone, les Andes et la côte. Aujourd'hui, on a la chance et le privilège de compter sur une incroyable abondance de produits et de cultures. On est au marché Surquillo, au centre du quartier Miraflores de Lima. C'est près, à quelques pâtés de maison de notre restaurant. C'est notre marché aux fruits, notre dépanneur. On a toujours besoin de quelque chose à la dernière minute. On court au marché et on y trouve ce qu'on veut. Cet endroit offre des fruits de différentes régions du Pérou, des montagnes, de la cordillère des Andes, du désert et même de l'Amazonie, de la jungle. Parlant d'Amazonie, il est formidable de pouvoir se procurer du cacao frais. Ces ressources sont fantastiques pour nous, qui encourageons la créativité et l'originalité. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. On peut utiliser cette pulpe blanche. Ça ouvre vers d'autres possibilités. La fève étant habituellement utilisée pour le chocolat. Mais ici, la pulpe peut être fermentée. On peut y faire fermenter des légumes, s'en servir dans les salades. Ensuite, on peut employer la fève de cacao, la fève fraîche, non rôtie, non fermentée, à d'autres usages. Notre menu est conçu en fonction d'altitudes différentes. On a 18 services qui correspondent à 18 altitudes différentes. Ici, à Lima, on est à peu près à 350 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors qu'en montagne, on peut s'élever jusqu'à 4000 mètres. On essaie de communiquer cette expérience. Chaque assiette représente un écosystème. On en a une qui correspond à une altitude de 4000 mètres. On reproduit donc son environnement. Et on n'utilise que des produits cultivés dans un rayon de 50 km de ce secteur. On a nommé ce plat forêt aride. On l'a créé après une visite dans les boisés arides du nord du Pérou. On y trouve des algarrobos. C'est un arbre légumineux qui produit des cosses sucrées qu'on utilise ici. On y ajoute du cacao qui pousse en abondance dans cette région. Ça, c'est de l'oxalis, une petite plante verte avec une touche de verveine odorante que l'on retrouve dans la même région. Et du maca. Le maca est un tubercule que l'on y retrouve également. Voici donc l'écosystème de la forêt aride. Quelle est l'altitude? Environ 1200 mètres. Ce fruit est typique de notre alimentation. C'est du chirimoya.
Vous voyez sa pulpe blanche? Elle est beaucoup plus riche que la pulpe de cacao. C'est très, très sucré. Le central propose un plat préparé avec ce fruit. On utilise une dizaine de chirimoya par jour. Ce fruit goûte l'Amazonie. Un goût entre la mangue et la papaye. Cet autre produit est à la base de l'alimentation de plusieurs Péruviens et de plusieurs de nos recettes. C'est du piment jaune qu'on appelle ají amarillo. Il est doux, non épicé et pas très piquant. On le pèle et on en fait une purée. Et on l'utilise pour faire des ragoûts. On peut aussi le sauter. On le retrouve dans des ceviches et plusieurs autres mets. Quand je le goûte, ça me rappelle plusieurs recettes différentes. Je crois que l'ají amarillo est l'âme de la cuisine péruvienne. On savait 5 ans avant que ça se produise que la gastronomie péruvienne allait connaître un vrai boom. On l'avait senti. Et c'est pourquoi on a travaillé très fort pour ne pas décevoir les attentes. On doit mettre de l'émotion dans ce qu'on fait. On veut amener les gens à réfléchir à ce qu'ils mangent. On veut qu'ils réfléchissent un peu sur ce qu'on fait ici. L'important n'est pas tant de cuisiner quelque chose de bon ou non, mais de réfléchir. Peut-être que c'est bon, peut-être pas. Mais au moins, on cherche à s'améliorer. On cherche à se surpasser. Aujourd'hui, il est important de réfléchir à la nourriture. Manger, c'est un des principaux moyens d'entrer en contact avec la nature.